Bonjour, je m'appelle Martin Riosec-Fournier, je suis actuellement membre du bureau de la mutuelle familiale et jusqu'à mes 35 ans environ, j'avais jamais vraiment entendu parler des mutuelles de santé. Et puis j'ai reçu un appel en 2019 d'une présidente de mutuelle, Nora Tréhel, qui était présidente de la mutuelle familiale. Et elle m'a dit, on a constitué en 2017 une fondation pour la santé environnement et on aimerait bien que tu sois président de cette fondation. Moi, je me suis dit, pourquoi pas, mais j'avais pas du tout connaissance de c'est quoi la différence entre une compagnie d'assurance comme AXA, une mutuelle de santé. Pour moi, c'était un gros boogie-boulga. Et puis, finalement, d'année en année, 2019, 2020, etc., jusqu'à maintenant janvier 2026, j'ai découvert de plus en plus le mouvement mutualiste. Et puis, quelque part, j'en suis un peu tombé amoureux parce que c'est un mouvement, le mouvement mutualiste, qui existe depuis le Moyen-Âge et avec qui je partage des valeurs fortes, les valeurs de démocratie, les valeurs d'altruisme d'une certaine manière, parce que les mutuelles sont non lucratives, elles ne sont pas là pour faire du profit sur votre santé, mais elles sont là pour votre santé. Et puis des valeurs de solidarité, de manière à ce qu'on se donne la main les uns les autres pour chacun disposer de sa santé. Et la santé n'est pas forcément une fin en soi, mais c'est ce qui permet de réaliser quand même des rêves plus facilement. Et donc je suis très heureux d'être aujourd'hui dans le bureau de la mutuelle familiale. Alors LMF Decrypt, c'est une vidéo qui va apparaître chaque mois et le but, comme son nom l'indique, c'est de décrypter l'actualité en termes de santé publique, mais de décrypter l'actualité avec un regard mutualiste, c'est-à-dire un regard empreint d'intérêt général, un regard empreint aussi d'audace et d'innovation, parce que les mutuelles depuis plusieurs siècles innovent pour la santé de tous. Et le but n'est pas seulement de décrypter l'actualité en termes de santé publique, mais aussi de mobiliser la population parce que aujourd'hui, la santé publique, c'est un terrain qui se rétracte. Notre santé à toutes et tous, elle est plutôt dans une tendance à s'amoindrir. Quand bien même l'espérance de vie augmente, on a une augmentation aussi des pathologies dès le plus jeune âge et des pathologies qui sont évitables. Et donc LMF Decrypt pour décrypter et mobiliser en faveur de la santé de toutes et tous. La mutuelle familiale, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'ouvriers de la métallurgie qui, au lendemain du Front populaire, en 1937, vont constituer une mutuelle ouvrière pour prendre soin de leur propre santé. Et ces ouvriers de la métallurgie, ce sont des gens qui sont assez combatifs. Et elle a plusieurs étapes importantes, la mutuelle familiale. Aujourd'hui, elle protège 160 000 personnes. Mais si on pouvait citer 2-3 exemples d'actions à son honneur, on peut dire qu'en 39-45, elle a eu une fonction dont elle peut être fière d'entrer dans la résistance et de ne pas collaborer avec le régime de Pétain, le régime vichiste et les nazis. Deuxième élément dont elle peut être fière, c'est qu'en 1945, elle a fait partie des mutuelles, la mutuelle familiale, qui a été tout à fait heureuse que la sécurité sociale voit le jour. La sécurité sociale est venue universaliser ce que proposaient les mutuelles de santé depuis 4 siècles. Sauf que depuis 4 siècles, donc 15e, 16e, etc., jusqu'en 1945, l'adhésion aux mutuelles, elle est basée sur la volonté des individus. On peut imaginer par exemple qu'il y ait une mutuelle des photographes, donc c'est les photographes qui en ont l'envie, qui vont mettre 1 euro chacun dans une tirelire pour que si jamais il y en a un qui souffre ou qu'un accident, un décès, etc., cette tirelire bénéficie à sa famille pour pas qu'elle tombe dans la misère et la précarité. Donc ça, c'est l'histoire des mutuelles pendant 4 siècles. Mais en fait, il y a toute une partie de la population qui ne faisait pas le choix de souscrire à une mutuelle et qui donc était exclue d'une certaine manière de la solidarité. Et donc en 1945, Ambroise Croise va créer la sécurité sociale pour rendre accessible à tous le fait de se sentir en sécurité par rapport aux aléas de la vie, la maladie ou le décès. Mais les mutuelles, depuis 1945, ont un rôle précis dans la loi. Il y a notamment un code de la mutualité. Et ce rôle précis est, en vérité, que les mutuelles doivent être les locomotives de la prévention. Voilà. Non seulement elles vont rembourser des soins en complément de la sécurité sociale. Quand on va chez le kiné, par exemple, ou chez le médecin, il y a une part sécurité sociale et une part mutuelle. Mais surtout, elles ont
un rôle d'être les locomotives de la santé publique. Donc la mutuelle familiale, elle a été fondée par des syndicalistes de la métallurgie, elle a eu un rôle pendant la résistance, elle s'est réjouie de la création de la sécurité sociale. Quatrième élément dont elle peut être fière, c'est que dans les années 90, elle a vraiment mis sa pierre à l'édifice pour obtenir l'interdiction de l'amiante. Et donc elle a toujours été solidaire des victimes de l'amiante qui étaient en fait des travailleurs de la métallurgie, la construction navale, etc. Et donc elle a beaucoup œuvré pour la santé au travail. Et dans une continuité, elle s'est intéressée au lien entre la santé et l'environnement en créant une fondation en 2017 pour la santé et l'environnement. Les mutuelles de santé s'intéressent à répondre aux besoins de sécurité de tous les êtres humains. Pour tous les êtres humains, quand on est isolé dans des temps difficiles, si jamais il nous arrive une tuile, c'est la cata. Au Moyen-Âge, en fait, les mutuelles se sont constituées par métier. C'était par exemple des tailleurs de pierre. Et pour un tailleur de pierre, si ça a un accident du travail, un décès, etc., c'est toute sa famille qui tombe dans la misère et qui va dépendre d'une charité plus ou moins bien organisée, plus ou moins bien fonctionnelle. Et en fait, dans le mouvement mutualiste, l'idée c'est qu'on organise la solidarité et ça permet aussi de cultiver une dignité parce qu'on n'est pas dépendant de la charité pour pouvoir vivre. Donc le mouvement mutualiste, il a plusieurs étapes de développement, bien sûr, sur les 5 derniers siècles. Aujourd'hui, c'est 35 millions de personnes qui sont protégées par une mutuelle en France, 245 millions de personnes qui sont protégées par une mutuelle au niveau international. Les mutuelles de santé ont 3 piliers de fonctionnement, la démocratie, la non-lucrativité et la solidarité, des bien portants avec les malades, des jeunes avec les anciens. Et donc, c'est vraiment un mouvement d'avenir parce qu'aujourd'hui, on voit bien en 2026, par rapport aux défis qu'on a devant nous, que ce soit l'emballement climatique, la pollution, on y reviendra, aux pesticides, etc. Quand on est seul face à des défis énormes, on peut très vite se sentir impuissant. Et le mouvement mutualiste est le plus ancien mouvement social d'Europe. Et donc, il porte avec lui la puissance qu'on a quand on est ensemble, quand on est un collectif. Le premier sujet de LMF Décrypte, c'est le sujet des maladies liées aux pesticides. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on est tous concernés par ce sujet des pesticides. Les pesticides, qu'est-ce que c'est? C'est des poisons. C'est des poisons qui sont faits pour tuer. Alors pour tuer, entre guillemets, des mauvaises herbes dans les cultures, mais ça peut être aussi des poisons qui vont être faits pour tuer des ravageurs, des insectes, etc. Et on est tous concernés parce que malheureusement, d'une certaine manière, quand on met en France 70 000 tonnes chaque année de pesticides dans les champs, eh bien, ces pesticides ne vont pas disparaître comme par magie, malheureusement. Ils vont ensuite, ces pesticides, se retrouver dans les nappes phréatiques et parfois dans notre robinet. Ces pesticides peuvent s'évaporer, se retrouver ensuite dans l'air qu'on respire. Bien évidemment, quand une pomme a été arrosée de pesticides, quand on la mange, on va se retrouver à manger des pesticides. Et puis, ces pesticides vont venir détraquer notre santé et détraquer en premier la santé des utilisateurs, les fleuristes, parce qu'il y a beaucoup de pesticides dans les fleurs, les agricultrices, les agriculteurs, etc. Donc, c'est un sujet d'actualité par le volume de pesticides utilisés, par le fait que malheureusement, l'ensemble des Français sont contaminés. S'ils urinent et qu'on teste, qu'on recherche des résidus de pesticides, on va en trouver. Et puis parce que les pathologies, on va y revenir, associées aux pesticides, sont très importantes chez les utilisateurs de pesticides professionnels, mais dans la population générale aussi. Donc c'est un sujet de grande actualité. Je terminerai en disant que récemment, le Mercosur a été signé, un accord qui vise à augmenter le commerce entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Et un des buts de cet accord, c'est d'augmenter l'exportation de pesticides par l'Union européenne. Et donc, il est grand temps de traiter ce sujet, mais aussi dans une perspective positive où on sorte de cet empoisonnement qui nous tue tous à des degrés divers. Alors, il y a un très grand nombre de maladies qui sont liées aux pesticides avec des niveaux de preuve différents. Il y a des niveaux de preuve qui sont faibles, moyens ou très élevés. Et ça, c'est une classification notamment par l'INSERM dans 2 rapports. Il y a une expertise collective en 2013, une en 2021. Et donc, quand
le niveau de preuve scientifique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui convergent sur le fait qu'on associe telle maladie avec l'exposition aux pesticides, c'est que quelque part on considère que c'est vraiment sérieux. S'il y a une étude dans son coin qui dit il y a des pesticides, cette personne a été exposée et puis il a une malformation du gros orteil, mais qu'il n'y a qu'une étude qui dit ça, niveau de preuve faible. Aujourd'hui, il y a un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides et ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides se base sur la littérature scientifique la plus solide et il reconnaît en maladies professionnelles causées par les pesticides 3 maladies, le cancer de la prostate, le cancer du sein et la maladie de Parkinson. Donc c'est 3 maladies, on a été exposé professionnellement, on a ces maladies, alors on a droit à une indemnité. Il y a d'autres pathologies qui peuvent être dues à l'exposition aux pesticides et qui vont toucher les enfants. Dans le cadre du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, il y a 5 pathologies qui peuvent toucher les enfants et qui vont donner droit à des indemnités pour l'enfant ou sa famille. C'est assez atroce parce qu'en fait, qu'est-ce qui est plus innocent qu'un enfant par rapport au fait qu'il ait été empoisonné, et en l'occurrence, c'est empoisonné quand il était dans le ventre de sa mère. Donc, les 5 pathologies qui sont reconnues comme liées aux pesticides chez les enfants, c'est malformation du visage, malformation du sexe, cancer du cerveau, cancer du sein, troubles cognitifs, dont l'autisme. Donc, quand les enfants ont ces pathologies, ont des parents qui ont été exposés aux pesticides, ils sont éligibles au fonds d'indemnisation des victimes des pesticides parce que la science a montré que, il y a une surincidence de ces pathologies quand les parents sont exposés aux pesticides. Alors là, j'ai partagé que dit la science sur les liens entre pesticides et maladies par rapport aux professionnels et aux enfants des professionnels, mais il y a aussi des gens qui sont riverains de champs arrosés de pesticides ou la population générale qui subit une pollution aux pesticides à travers l'air, parfois l'eau, les aliments, etc. et qui, elle, peut tomber malade, mais à ce jour, il ne va pas y avoir d'indemnité pour cette population non professionnelle. Alors, les mécanismes d'action des pesticides, en fait, ils sont bien documentés et dès 1962 par ce livre, extraordinaire livre, qui s'appelle « Printemps silencieux » de Rachel Carson. En fait, en 1962, tout était déjà très bien compris, tout était déjà très bien étayé par rapport au caractère mortel des pesticides. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce livre, Printemps silencieux? C'est que les pesticides tuent et ils tuent tout ce qui est vivant. Et aujourd'hui, en 2026, on sait que ces dernières décennies, plus de 70% des insectes volants en Europe ont disparu, notamment à cause des pesticides. Et le titre de ce livre, Printemps silencieux, c'est parce qu'elle, dès 1962, Rachel Carson, elle avait identifié que si on continuait à utiliser massivement les pesticides, nous n'aurions plus des printemps merveilleux, des printemps chantants, mais des printemps silencieux, parce qu'on n'aurait plus aucun insecte volant, etc., plus d'oiseaux, etc. Donc les pesticides, en fait, ils vont être très pernicieux pour une raison simple, c'est que le corps humain, il fonctionne avec 2 grands systèmes de communication. Le premier système de communication, c'est le système nerveux, et le deuxième système de communication, c'est le système hormonal. Et en fait, quand au niveau du corps, il y a des discussions entre nos glandes, la prostate, la thyroïde, etc., les surrénales, eh bien, ça va être des toutes petites variations au niveau d'un taux d'adrénaline, de noradrénaline, etc. Et ces petites variations vont avoir des conséquences très importantes. Et les pesticides, même à petite dose, vont venir perturber, détraquer, abîmer le système hormonal et aussi le système nerveux. Donc on se retrouve dans une situation où les utilisateurs sont les premiers exposés et quand bien même ils inhalent quelques milligrammes, etc. de pesticides, ça va mettre du désordre dans tout leur corps. On observe en France une situation suivante. Il y a une augmentation très importante des cancers du sein. C'est un cancer hormonodépendant. Une augmentation très importante des cancers de la prostate. C'est aussi un cancer hormonodépendant. C'est-à-dire que si on a des perturbateurs endocriniens, ça peut causer ces cancers-là. Et en France, ce n'est pas toujours très bien connu, mais on a un record du monde dont on se serait bien passé, c'est le fait qu'on a le taux de cancer du sein le plus important de toute la Terre. Et donc,
il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a un malaise grandissant par rapport à ces pathologies liées aux perturbateurs endocriniens et nerveux, et les pesticides contiennent des perturbateurs endocriniens et nerveux. En France, c'est 1 million de femmes qui vivent et qui souffrent d'un cancer. Le nombre de nouveaux cas de cancer a doublé ces 30 dernières années. Aujourd'hui, c'est un demi-million de Français qui déclenchent chaque année un cancer. Et les 2 cancers les plus importants, c'est donc sein et prostate. Donc, même à petite dose, les pesticides viennent perturber notre corps et ils agissent sur 2 systèmes de communication, système nerveux, système hormonal. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait produire sans nous empoisonner, on sait faire une agriculture sans nous empoisonner, sauf que là, il est temps d'agir parce qu'on a récemment fermé, par exemple, 13 000 captages d'eau potable, tellement c'était saturé en pesticides, notamment. Et il reste 30 000 captages d'eau potable. Donc, ça serait bien que dans les décennies qui arrivent, on ne les ferme pas tous, quoi. Et oui, on est tous concernés. Je parlais de l'eau tout à l'heure. L'eau est malheureusement contaminée par les pesticides. Alors, pas toute l'eau, hein, heureusement, mais il faut savoir qu'on est sur une trajectoire qui est mauvaise. En 2014, il y avait 90% des Français qui pouvaient se réjouir de boire une eau du robinet tout le temps conforme aux critères de qualité par rapport aux pesticides, 2014, et en 2024, il n'y en a plus que 70%. Donc on voit que la qualité de l'eau en permanente bonne par rapport à ce qu'elle contient de pesticides, donc cette qualité de l'eau baisse, et nos corps sont faits d'eau. Un bébé c'est 75% d'eau, 70-75% d'eau, et un adulte c'est 60% d'eau. Donc bien évidemment, on est tous concernés, et puis ça pourrait paraître assez décalé de dire ça, mais je ne pense pas. En fait, pour vivre, on a tous besoin de manger et les agriculteurs sont les premiers à mourir de ces pesticides. Et donc, en solidarité avec les agriculteurs, on doit absolument faire en sorte que la santé des agriculteurs soit une priorité pour toute la population. Personne ne peut se réjouir de manger un bon plat alors que de l'autre côté, celui qui était sur son tracteur, il a mis sa tenue de cosmonaute pour croire qu'il était protégé et en fait même avec la tenue de cosmonaute, en fait il est en train de s'empoisonner. Ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut donc s'en réjouir et donc on est tous concernés par la santé des agriculteurs. Il faut savoir que les agriculteurs, il y a un soin immense qu'on doit leur apporter à tous, hein, ceux qui utilisent des pesticides, ceux qui n'utilisent pas, etc. Parce que c'est une profession dont on dépend tous pour vivre. En 1945, il y avait 5 millions d'agriculteurs. En 2026, il y en a 500 000 et il y en a 1 sur 2 qui a plus de 50 ans et qui partira à la retraite en 2030. Donc en fait, si nous, Françaises, on a envie de bien manger, d'être en bonne santé, il faut absolument qu'on vienne sécuriser les agriculteurs sur le fait qu'ils puissent travailler en bonne santé et ne pas mourir d'empoisonnement. Et puis après directement, si on a une agriculture qui protège les aires de captage, par exemple pour le phréatique, on pourra tous se sentir en sécurité quand on cuisine pour nos enfants, nos amis, etc. Pour sortir de l'impasse aux pesticides, il faut absolument pouvoir s'appuyer sur des choses solides qui nous permettent de prendre confiance en nous. Que sont ces choses solides? Alors, il y a des choses solides qui traitent en particulier des pesticides. La science est unanime sur le fait que les pesticides, c'est dangereux. Et donc, il faut absolument prendre appui sur la science. Prendre appui sur le fait que, juridiquement, dans le droit français, on a le droit à l'accès à la santé. On a le droit à un environnement sain. On a le droit à ne pas mourir de son travail. Donc, d'un point de vue juridique, il y a un socle sur lequel on peut s'appuyer pour sortir des pesticides. Aussi, et ça, c'est vraiment à la faveur de toutes les citoyennes, tous les citoyens qui se sont mobilisés pour alerter par rapport au danger des pesticides. Entre 1962, Printemps silencieux, ce cri du cœur pour alerter par rapport aux pesticides, et aujourd'hui, il y a eu un travail colossal accompli par des associations et ce travail a permis que désormais 80% de la population française a compris que les pesticides tuent. Donc, il faut prendre appui là-dessus et puis bien sûr prendre appui sur le fait que depuis un demi-siècle, il y a une agriculture, l'agriculture biologique, qui sait produire sans empoisonner. Et donc, c'est cette agriculture-là qu'il faut promouvoir par plein de leviers. Donc, pour sortir des pesticides, connaître
quels sont nos atouts, nos atouts scientifiques, juridiques, l'opinion publique est avec nous, et puis il y a une autre agriculture qui a fait ses preuves et qu'il faut soutenir. Et puis prendre appui sur des exemples similaires à l'empoisonnement aux pesticides où ça s'est bien fini. Et ça s'est bien fini d'une certaine manière au sujet de l'amiante. Quel enseignement on peut tirer de la victoire de l'interdiction de l'amiante en 1997? Alors, l'amiante en quelques mots. L'amiante, en fait, c'est extrêmement sournois. Parce que, comme pour les pesticides, entre l'exposition à l'amiante et la maladie, il peut se passer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Mais il y a une image qui est importante vraiment de bien intégrer. C'est que l'amiante, c'est comme un Hiroshima silencieux qui gangrène tout sur son passage. La bombe atomique à Hiroshima, 100 000 morts. Et pour l'amiante, c'est aussi 100 000 morts, 100 000 innocents. 100 000 personnes à qui on a dit « T'inquiète pas, on ouvre la fenêtre, la poussière d'amiante, t'inquiète pas ». Et tout ça, c'est des veuves, des orphelins, etc., etc. Donc en fait, l'amiante, un Hiroshima silencieux qui gangrène tout sur son passage. Et il y a un scientifique qui a eu un rôle très important, deux scientifiques que je vais nommer, Henri Pesera par rapport à l'amiante, et puis aussi Annie Thébaumony. Et ces deux scientifiques, ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup soutenu les travailleurs qui allaient devant les tribunaux pour obtenir gain de cause par rapport au fait qu'ils étaient intoxiqués, etc. Et ces deux scientifiques, quand ils ont vu l'ampleur du désastre des pesticides, ils ont eu, et notamment Henri Pesera, cette conviction que le drame des pesticides était du même ordre que le drame de l'amiante. Alors, l'amiante, qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à sortir de cet empoisonnement? Ça a été le fait d'unir les forces entre toutes les personnes de bonne volonté. Donc, il y a des syndicats qui se sont mobilisés, il y a des scientifiques, des médecins, des mutuelles, bien sûr, et tout ça a fait que petit à petit, le mensonge de l'industrie de l'amiante, qui était qu'un usage contrôlé était possible, que tout va bien si jamais on aère un peu l'atelier, vous n'allez pas être avec vos jours en danger. Ce mensonge-là, il s'est dissipé. Et puis à la faveur de la mobilisation de la population, à la faveur de la mobilisation des médias, les politiques ont été les derniers à se réveiller en 1997, alors que 1906, c'était le premier rapport l'amiante tue, 1997, l'amiante est interdite. Les politiques sont les derniers à se réveiller, mais bon, tant mieux, ils finissent par se réveiller. Donc on ne peut que souhaiter que par rapport aux pesticides, les scénarios actuels pour sortir l'agriculture en France et en Europe des pesticides, ces scénarios qui ont été établis notamment par l'INRAE, une agence d'État, soient mis en œuvre par des politiques qui s'intéressent à la santé de la population. Je rappelle, c'est 23 millions de Français qui souffrent d'une ou plusieurs maladies chroniques qui peuvent être liées aux pesticides, bien sûr à des degrés divers. Donc il y a urgence à agir. Et l'amiante, je terminerai là-dessus, non seulement il y a eu l'interdiction de l'amiante, mais ensuite il y a eu le désamiantage. Et aujourd'hui, c'est intégré dans la population que quand il y a une école pleine d'amiante qui est désamiantée, on ne va pas aller faire des pompes et respirer à plein poumon. C'est compris par la population. Donc demain, il y aura un très grand champ scientifique d'exploration et à soutenir par rapport au fait de détoxifier nos corps des pesticides, parce qu'on a été imprégné à cause de tout ce qu'on a mis depuis maintenant plusieurs décennies dans les champs, dans les nappes phréatiques, etc. Donc comment on détoxifie les organismes et comment on dépollue les sols, parce qu'on a interdit l'amiante puis on a fait du désamiantage. Donc là, il y aura aussi tout ce champ-là à creuser et qui est nécessaire parce qu'il en va aussi de notre capacité à nous projeter dans l'avenir. Ce n'est pas uniquement parce qu'il y a des tensions géopolitiques que la nouvelle génération fait moins d'enfants. La nouvelle génération fait aussi moins d'enfants parce que, mécaniquement, il y a une perte, d'une certaine manière, de fécondité. Alors, il est difficile de la quantifier, mais quand on perd 50% de la qualité des spermatozoïdes, bien évidemment, ça a un impact. Et il y a des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et ils sont nombreux. C'est un drame. Et donc, tout ce qui peut être fait pour qu'on reprenne confiance dans l'avenir, dans une terre qui reste habitable et dans le fait de prendre soin de nos systèmes hormonaux, etc., est nécessaire. Et c'est pour ça que nous, à la Mutuelle Familiale, on est convaincus qu'un nouveau chapitre de la santé publique est possible et qu'il implique une sortie des pesticides. Le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, il a un énorme mérite. Et cet énorme mérite, c'est
celui d'exister. Parce que à l'échelle de la planète, on est 7 milliards. En France, on est 70 millions. Eh bien, il n'y a qu'en France qu'il y a ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Pourtant, un Français, son corps, il ne fonctionne pas différemment d'un Sud-Africain, d'un Chinois, etc. Mais en France, on a un héritage, l'héritage en fait, de gens qui ont été combatifs et qui n'ont pas été dans la fatalité par rapport à l'empoisonnement à l'amiante, par rapport à l'empoisonnement aux pesticides. Parce qu'avant la création du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, il y avait eu l'expérience du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Et donc, il y a eu un effet d'entraînement entre l'indemnité pour les victimes de l'amiante et les indemnités pour les victimes des pesticides. Alors, ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, quand il a été constitué, en fait, il y a eu comme un appel d'air parce qu'il y a plein de gens qui étaient empoisonnés par les pesticides mais qui n'arrivaient pas à être reconnus comme tels. Et donc, aujourd'hui, on est de l'ordre de 1000 demandes chaque année pour être indemnisés, alors qu'en 2020, quand il a été constitué, c'était 200 personnes qui demandaient à être indemnisées. Donc, il y a une multiplication par 5 en 5 ans. Et ce fonds, même s'il a des points très positifs, il a aussi des points qui sont à améliorer de notre point de vue à la mutuelle familiale. Il y a 3 points qu'on souhaite voir s'améliorer. Il y a 2 points qu'on partage avec le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Le premier point, c'est qu'il nous paraît tout à fait anormal que dans le conseil de direction de ce fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, il y ait un représentant des industriels des pesticides. Nous pensons qu'ils n'ont rien à faire dans ce fonds. Ils ont pollué, empoisonné. Ils n'ont pas à être dans la direction de comment ce fonds fonctionne, comment il se fait connaître, etc. Donc on demande, et on partage cette demande avec le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, que le représentant de l'industrie des pesticides, statutairement, ne soit plus dans le FIVP. La deuxième demande qu'on partage aussi avec le collectif de soutien aux victimes des pesticides, c'est pollueur-payeur. Un principe simple. Bayer-Monsanto, 1 milliard de bénéfices en 2021. Ils font des pesticides, ils font des bénéfices. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne payent pas l'ensemble des indemnités pour les victimes des pesticides. Aujourd'hui, la solidarité nationale est mise à contribution à travers les cotisations accidents du travail, maladies professionnelles. Et ça ne doit plus continuer. Je citerai un exemple. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, Monsanto a été condamné à payer 10 milliards d'indemnités pour 100 000 victimes reconnues comme empoisonnées par donc les pesticides. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on accepterait que Bayer-Monsanto répare que partiellement, financièrement, les dégâts de ces poisons. Voilà. Donc nous, on pense que pollueurs, payeurs, les producteurs de pesticides doivent payer l'intégralité des indemnités. Troisième demande, pour améliorer le FIVP, c'est au sujet des enfants qui décèdent d'une maladie causée par l'exposition de leurs parents aux pesticides. Aujourd'hui, c'est peu connu, ça ne fait pas la une des médias, et pourtant ça devrait. Il y a chaque année de l'ordre de 500 enfants qui meurent d'un cancer. C'est 25 classes d'école. Et pour ces enfants, eh bien, quand ils sont reconnus par le FIVP comme décédés à cause de l'imprégnation aux pesticides des parents, l'imprégnation professionnelle, la famille va bénéficier d'une indemnité de 25 000 €. Et en fait, pour nous, à la mutuelle familiale, on pense que c'est un tel drame de perdre son enfant que bien évidemment, ça va venir impacter toutes les sphères de la vie, la sphère professionnelle aussi. Et donc, si en plus du drame humain s'ajoute une précarité matérielle, c'est pas du tout OK. Et là, je suis venu avec un petit ruban jaune qui symbolise septembre en or pour faire parler des cancers pédiatriques. Il y a eu une augmentation de 18% des cancers chez les enfants entre 2003 et 2019. Et quand une société sait que des poisons peuvent causer des malformations du visage, du sexe, des tumeurs au cerveau, des cancers du sang, des troubles cognitifs, dont l'autisme, etc., et que cette société
elle n'organise pas la sortie de cet empoisonnement, c'est une société qui est malade. Donc nous, la mutuelle familiale, on pense qu'il faut sortir des pesticides. Et puis quand un drame effroyable secoue une famille avec un enfant qui décède d'un cancer reconnu comme causé par les pesticides, l'indemnité de 25 000 € doit être réévaluée et être augmentée. Pour créer un nouveau chapitre de la santé publique, il est indispensable que tous ceux qui sont concernés par ce sujet de la santé publique se donnent la main. Il y a un malaise qui grandit. Très clairement, il est là. Ce malaise qui grandit, il est symbolisé par Octobre Rose. Et là, j'ai un stylo Bic dans la main. Et pour que l'entreprise Bic fasse un stylo spécial Octobre Rose, ça montre bien qu'il y a un problème. Il y a 1 million de femmes en France qui souffrent d'un cancer du sein. Et nous, avec d'autres mutuelles, la mutuelle familiale, on a fait un tour d'Europe à vélo. On a commencé un tour d'Europe, on a fait 1800 km. Là, on est parti de Bruxelles et on est arrivé à Amiens en octobre dernier. Et puis, on va faire plusieurs étapes comme ça. Et il n'y a pas un village quasiment dans les Hauts-de-France où on ne voit pas des banderoles, tous solidaires avec les femmes qui ont des cancers du sein, etc. Et nous, bien évidemment, on trouve que c'est important de médiatiser. Il n'y a pas de tabou en fait par rapport au cancer du sein, mais on a lancé un slogan pour faire passer notre message. Parce que sur ce type d'événement, parfois on parle beaucoup de dépistage, de traitement, mais pas beaucoup d'actions sur les causes et de prévention. Donc on a fait une énorme pancarte intitulée « Messin, j'y tiens, stop aux pesticides ». Messin, j'y tiens, stop aux pesticides. Donc là, le sujet, c'est que ça devient populaire et connu qu'il y a des drames avec les cancers du sein. Il y a l'équivalent donc de Octobre Rose en septembre avec Septembre en Or par rapport au cancer pédiatrique. Et puis il y a l'équivalent avec Movember en novembre avec c'est la contraction Movember de moustache et novembre pour que pendant un mois les hommes se laissent pousser la moustache et que ça aide à parler du cancer de la prostate. Donc on voit qu'à l'automne, chaque année, il y a la population qui prend la mesure de ces drames. Aujourd'hui, la population n'a pas encore identifié qu'on peut agir sur des causes pour éviter que ces drames ne cessent d'augmenter. Voilà. Et donc, il y a, pour créer un nouveau chapitre de la santé publique, la nécessité que les citoyens s'emparent de ces sujets, qu'on stoppe l'empoisonnement aux pesticides, bien évidemment, en sécurisant les revenus des agriculteurs. Et je raconterai une anecdote. On a été donc sur les routes d'Europe cet automne. On a rencontré le président de la Fédération Wallonne d'Agriculture, qui est l'équivalent de la FNSEA pour la Belgique. Et il nous a dit une chose très simple. Oui, pour sortir des pesticides, mais par contre, sécurisons les revenus. Si nous, on nous a appris à cultiver avec des pesticides, si y a des rendements qui nous sont demandés où on a besoin de mettre plein d'engrais, etc., de pesticides, et que du jour au lendemain, vous nous demandez de ne plus utiliser des pesticides, il faut que vous sécurisiez les revenus. Et donc nous, je pense que la population, il faut aussi qu'on soit dans cet état d'esprit-là, c'est comment on est solidaire des agriculteurs et comment on permet un changement de trajectoire des pratiques agricoles. Et il faut vraiment, ce message est très important, dire que majoritairement, les agriculteurs ont compris que les pesticides tuent, qu'ils affectent l'environnement, qu'ils affectent leur propre santé. Et la majorité des agriculteurs essayent de changer leurs pratiques avec les moyens qu'ils peuvent. Mais donc c'est à nous, en tant que société, de les soutenir par rapport à ça. Et puis bien sûr, il y a les mutuelles que vous pouvez rejoindre qui ont dans leur raison d'être agir pour la prévention.